le monde? Est-ce que tout le monde est bien installé? Ça va. Ça va? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de vue ou des problèmes d'audition et qui du coup n'auraient pas une place qui lui conviendrait tout à fait? C'est bon? Je ne peux pas enlever les poteaux, mais on peut peut-être changer de... Non? Tout le monde va bien? Bon, voilà, on va pouvoir y aller. Comme on vous l'a dit, ça va être une conférence gesticulée. Alors moi, je voulais savoir si pour certains ou certaines d'entre vous, c'était la première fois qu'elle ou il venait à une conférence gesticulée. Oui? Ouais. Eh bien, moi aussi. C'est la première fois que j'en fais une, donc l'idée, ça va être l'indulgence, vous voyez. Moi, je vais être indulgente avec les spectatrices et spectateurs néophytes, et je vais inviter tout le monde à être indulgent avec une présentatrice de conférence gesticulée, amatrice, néophyte, voilà. Ça devrait durer 1h30, alors je garde mon heure et demie, hein, même si ça n'a pas commencé à 18h, hein, tant pis Cécile. Alors tant pis Cécile, c'est l'autre qui passe après moi. D'accord? Moi c'est Cécile Hill. Voilà. Alors, dans la conférence gesticulée, je vais parfois vous poser des petites questions. C'est ça aussi, hein. Là l'idée c'est vraiment de partager un parcours, une analyse avec vous. Mais après, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, l'échange, le débat, alors on pourra l'avoir en mangeant dehors, en buvant un verre et tout ça. Dites-moi, est-ce que certaines d'entre vous connaissent ce qu'on appelle le jeu du chapeau, le jeu de la main dans le chapeau? Eh bien, vous allez commencer par apprendre quelque chose. La main dans le chapeau, c'est un jeu anglais qui, au XVIIe siècle, était un jeu de troc. L'idée, c'était que des gens amenaient des objets, mais s'il y avait une personne dans ce groupe de joueurs qui avait un objet d'une valeur un peu inférieure, j'ai de nouveau la mouche qui m'a embêté hier, qui revient me voir, ça va être super, qui a une valeur inférieure à la valeur des objets des autres, ben avec un arbitre, il était convenu de mettre une mise dans le chapeau. Et si les joueurs concurrents trouvaient que la mise était d'une bonne valeur, le troc se faisait. L'intérêt de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'en anglais, la main dans le chapeau, ça se dit hand in cap. Et ce terme de handicap, on va commencer à l'utiliser en France au 19e siècle à peu près pour l'histoire de valeur déjà, vous voyez, une valeur un peu, voilà, mondiale, donc il va falloir faire quelque chose. Donc on va commencer à utiliser ça. On l'utilise aussi en hippisme, les courses à handicap, hein, qui ont pour objectif en fait l'égalité des chances entre les concurrents, en ajoutant aux chevaux dits les meilleurs une charge de poids. Hein. Alors moi j'ai pas du tout appris que j'avais un handicap en tombant de cheval, mais c'est en jouant au tennis. Pour la petite histoire, je partais vaillamment faire mes hautes études supérieures à Pontivy. Voilà. Donc Pontivy, c'est une petite ville du Morbihan, pour ceux qui ne seraient pas de la Bretagne. Je visais le BTS, et c'était déjà pas mal. Et jusque-là, j'avais fait du basket en sport. Arrivé à Pontivy, bon, je me disais, j'en ai pour 2 ans, j'ai pas trop envie de m'intégrer dans une équipe de basket, je vais essayer un autre sport. Et je me suis dit, je vais essayer le tennis. Alors là, toute la famille en chœur, le tennis, l'une m'offre la raquette, l'autre les balles, l'autre les baskets, hop, on y va. La jupette. Hein? La jupette. Oui, la jupette. Et j'y vais. Alors, le tennis, vous savez, il faut être d'abord en fond de cours, au milieu. Puis dès que vous voyez la balle, vous courez à fond, paf. Alors normalement, vous renvoyez la balle. Moi pas, je loupe. Alors c'est pas grave, faut revenir au milieu, se mettre au fond, attendre que l'autre... En plus, il ne l'envoie jamais sur vous, hein. Je dis bon, ouais, il l'envoie toujours à droite à gauche, bref. On se remet au fond, et hop, dès qu'on voit la balle, on court, hop, on loupe la balle, hop, on revient au fond, voilà, on court, hop, on loupe la balle, on revient au fond. Au bout d'un moment, je suis allée voir l'entraîneur, je lui dis écoute, je comprends pas, peut-être que je prends pas ma raquette comme il faut, il y a quelque chose, ou alors elle a des trous, enfin je sais pas. Et il me dit ben Cécile, en fait,
J'avoue que je ne comprends pas non plus, parce que tu as une bonne puissance de démarrage, tu es à fond, mais on dirait que tu pars toujours trop tard. Ah. Et en fait, moi, je pars quand je vois la balle. Alors, le ballon de basket, c'est bon, mais le tennis, vous voyez? De là, des examens médicaux s'en sont suivis et ont révélé que j'avais ce qui s'appelle une rétinite de Stargardt. Je connais? Oui, quelques-unes connaissent, mes sœurs devant, évidemment. Rétinite de Stargardt, donc ça c'est une dégénérescence précoce de la rétine et plus particulièrement de la macula. La macula, c'est l'endroit de la rétine responsable de votre vision centrale, c'est-à-dire cet espace qui vous permet de lire, qui vous permet de regarder télévision ou tout autre écran, qui vous permet de reconnaître des visages, la vision de précision. D'accord ? Donc moi, j'apprends à l'issue de ces cours de tennis que j'ai ce handicap. Bien. Ma mère, qui s'activait dans tous les sens pour savoir ce qu'il fallait faire administrativement, m'a dit « Il faut que tu ailles chercher ta RQTH ». On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la RQTH? Oui. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Brava, Megala. Magnifique. Alors, déjà c'est bizarre quand même. Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Au long de ce que je vais vous présenter, là, je vais parfois insister sur les mots, mais je pense que aussi dans le système politique, économique et dans la communication actuelle, on a une perte de confiance dans le sens parce qu'on a souvent des mots qui sont utilisés de façon un peu déviée. Alors, j'ai quand même regardé sur le Larousse la définition de la qualité. Il y a 5 possibilités. Donc une qui dit que la qualité, c'est la condition civile, juridique et sociale d'une personne qui agit en tant que. Hein? Donc je me suis dit que c'était peut-être celle-là. Parce qu'il y en a une autre aussi qui dit c'est une donnée, une valeur qui donne un aspect supérieur à quelqu'un ou à quelque chose. Je me suis dit c'était pas ça. Ça va pas, ça ne peut pas. Surtout que je me bats contre cette idée reçue que les personnes handicapées sont extraordinaires. D'accord? Parce qu'elles arrivent à s'adapter. Alors ça me supporte. Donc non, il n'y a rien de supérieur. Moi, je suis une handicapée ordinaire. D'accord? Ah. Alors, travailleur, on va le traduire en travailleuse, hein, parce que ça existe aussi, les femmes qui sont... Voilà. Et handicapé, on va plus souvent utiliser, si vous voulez bien, en situation de handicap. Hein? Parce que moi, si je suis toute seule chez moi dans ma chambre, je veux dire, tout va bien, quoi. Mais si je vais dans tous les espaces dédiés à un fonctionnement ordinaire ou valide, c'est là que je rencontre des fonctionnements qui m'invalident ou qui me handicapent. Donc, en tous les cas, pour avoir ce truc-là, c'était en 1993, il a fallu que j'aille à ce qu'on appelait à l'époque la Cotorep, qui a été créée vers les années 50, le comité technique d'orientation et de réorientation professionnelle. Alors vous pouvez oublier tout de suite, ça n'existe plus. D'accord? Avec la loi de 2005, c'est devenu la MDPH, la Maison des personnes handicapées, ou les MDA, Maison de l'autonomie. La Cotorep, c'était à Paris. Et puis ma soeur Pascale, ici présente, qui travaillait et qui savait que je savais prendre le métro et le bus, c'était pas forcément libérée pour m'y accompagner, ce qui était tout à fait normal. Et moi, j'y allais en confiance aussi.
Je dis, bon non, c'est à une demi-heure, là, j'ai un métro, puis là, j'ai un bus, donc pas de souci. Donc, je prends mon métro. Et puis, en fait, le souci, si vous voulez, c'est que je ne suis pas arrivée à un arrêt de bus, je suis arrivée à une gare de bus, avec 50 bus. Et moi, je ne peux pas lire le numéro des bus. Donc, j'ai pris 1h30 dans la vue pour arriver à mon rendez-vous. Imaginez-vous, 20 ans. Ma maman me dit d'aller chercher ma carte de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé auprès de l'administration française. Et j'ai 1h30 de retard. Eh bien, ça la foutait mal, hein. J'étais très très mal. Et d'ailleurs, j'ai été très très mal reçue. Donc, voilà, en fait, je me suis retrouvée devant une personne, pour moi d'autorité, qui devait me délivrer ce truc que je ne savais pas à quoi ça me servait, et qui, au lieu de me poser des questions bienveillantes, était plutôt inquisitrice. Vous voyez ? Du genre, j'ai réussi à avoir le permis. Mais j'ai réussi à avoir le permis parce qu'au début, ma déficience visuelle était peu importante. Et qu'il y a un moment, un inspecteur un peu moins vigilant que le même qui m'avait refusé les 3 premières fois, s'est dit, bah, vous y arrivez, pourquoi vous ne l'avez pas vu avant? Donc j'ai eu le permis. Et du coup, cette dame, au lieu de se dire gentiment, ah ben, à 18 ans, vous avez eu le permis, mais du coup, ça évolue, il y a quelque chose. Alors, vous me dites que vous êtes malvoyante et que vous avez eu le permis à 18 ans. Vous voyez la différence. On a envie de dire, c'est pas ma faute, hein, madame. Hein. Voilà. Donc, ça m'a énervée, hein, je suis rentrée. Elle m'a fait faire une visite médicale. Alors, comme ma maladie, elle est désignée comme étant sous le terme de cécité légale, là, ça a posé le sujet, vous voyez. J'ai eu une carte d'invalidité à 80% et la RQTH. Vous pouvez m'applaudir. Ça, c'est magnifique, sauf que je ne sais toujours pas à quoi ça me sert. Hein, mais bon, je l'ai. Voilà. Donc avec tout ce bordel, ben, mon BTS, pour moi, c'est un bac plus 4, hein, parce que j'ai mis 4 ans à l'avoir quand même. Ça m'a ralenti un petit peu. Et puis, il a fallu que je commence à penser à aller travailler, gagner ma vie, quoi. Alors, marché de l'emploi ou marché du travail, c'est toujours très compliqué, ça. Donc, si on définit l'emploi, c'est toute personne qui a une activité qui a pour objectif de produire un bien ou un service contre rémunération. D'accord ? Le travail, c'est une personne qui a une activité, qui a pour objectif de produire un bien ou un service. D'accord ? Moi, Cécile Froger, BTS de tourisme en poche, RQTH aussi, mais bon. Voilà, il fallait que j'aille sur le marché du travail, parce que forte de ma force de travail. Et puis, il fallait aussi que je voie déjà ma première expérience de confrontation de ma situation visuelle invisible, pas pour vous, pas pour moi, handicap invisible et évolutif, il fallait que j'aille le confronter aux gens. Donc il m'a fallu un laps de temps. Alors, évolutif, je vais un petit peu vous l'illustrer. Bon, invisuel, vous voyez, un handicap invisible, c'est moi. Vous voyez ? Ça ne se voit pas. Mais on est beaucoup comme ça. Hein. Et c'est très très difficile pour les personnes extérieures de le percevoir. Évolutif, pourquoi ? Parce qu'à un moment, comme je vous ai dit, j'ai eu le permis. Donc j'ai conduit un véhicule avec un moteur, 4 roues, et qui pouvait aller jusqu'à 100 km/h, voire 120. Okay. Puis après, j'ai conduit un véhicule sans permis qui va jusqu'à 60. Voilà. Puis après, j'ai conduit un scooter. Et maintenant, je conduis un vélo électrique. Voilà. Donc ça, c'est évolutif.
Je suis passée de la lecture du corps 11, livre de poche, petit corps d'écriture, je suis au corps 20 maintenant. Vous voyez, c'est plus lourd dans le bagage. Donc, c'est pas plus facile pour moi, c'est pour ça que je vous dis, j'étais pas une professionnelle du handicap à partir du moment où j'ai eu ma RQTH. Voilà, c'est un no man's land, quoi, on découvre. J'ai trouvé que le chemin le plus simple pour le découvrir, c'était d'aller travailler dans l'animation, parce que j'aimais le sport, j'aimais le spectacle, j'aimais faire rire, écouter les gens, et puis un petit peu de soleil par là-dessus, ça gâche rien. Donc, j'ai décidé de partir faire de l'animation en hôtel club. Première embûche, pour faire de l'animation en hôtel club, on vous invite à aller en Grèce, en Crète, à Chine. Donc à passer par exemple, prendre un train pour aller prendre l'avion qui est à Paris. Le train. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes gens de 30 ans, moins de 30 ans ici? Eh ben bonjour la moyenne d'âge politisée, hein, on a du boulot. Hein. Donc vous vous souvenez tous qu'à l'époque, à la SNCF, il y avait des agents de quai qui nous aidaient. Donc moi j'arrive à la gare, et puis je vois l'agent de quai, je dis bonjour monsieur, je dois prendre ce train, est-ce que vous pouvez m'indiquer sur quel quai je peux le prendre? Bah écoutez, vous avez qu'à lire, c'est écrit là-haut. Ah, je ne vais pas le présenter comme ça, alors, bonjour monsieur, je dois prendre ce train. Je sais qu'il est indiqué là-haut, hein, ma vue ne permet pas de le lire, donc est-ce que vous pouvez me dire sur quel quai part ce train? Ah bon? Bah, pourtant vous avez des lunettes. Alors, je ne vais pas le dire comme ça, alors attendez. Alors, bonjour monsieur, alors je dois prendre ce train. Je sais que c'est écrit là-haut et que j'ai des lunettes, mais je n'arrive pas à le lire. Est-ce que vous pouvez me dire le numéro de quai? Ah, vous ne savez pas lire? Oh merde! Monoculaire, je vais me démerder toute seule. Hein. Alors, le train, la bonne ligne. Et donc voilà, on part tous dans la bataille. On y est. Donc, on embarque et j'arrive sur le lieu d'animation. Alors, ce principe-là de partir en hôtel club, c'était bien parce que j'avais pas l'obligation de dire que j'avais une limite visuelle à mes employeurs. L'employeur, je faisais l'entretien à Paris, machin, un truc. Ok, tu vas partir là. Et par contre, à l'équipe, je leur disais. Mais avec ce que je savais de ce que je voyais pas. En fait, quand on ne voit plus, on ne sait plus ce qu'on voit plus, puisqu'on voyait. Alors, c'était à peu près ce bordel-là. Donc, l'équipe d'animation, je leur disais, je dis bon ben voilà, je fonctionne à peu près comme tout le monde, mais visuellement il y a des choses, voilà, je ne peux pas faire, je ne peux pas lire, je ne peux pas conduire une voiture, je ne peux pas... D'accord, Cécile, bah, tu vas t'occuper du tir à l'arc. Bon alors on va faire ça, hein? Alors on va s'occuper du tir à l'arc. Je me suis bien débrouillée pour le quai de gare, on va continuer de s'adapter en fait hein, au monde réel. Et puis l'idée en fait d'être handicapé, c'est quand même de se surpasser pour faire comme les autres. Hein? On va être normal. Donc préparation d'un cours de tir à l'arc, je préparais ma cible, je préparais mon arc, je prenais la bonne position et là j'étais sur la cible là. Hein. Vous voyez la pointe de la flèche elle est au milieu là. Et donc je faisais le mouvement de recul. Je tirais mon trait. Et une fois que le trait était tiré, je me dis, bon, bah, quand les gens arrivent, je suis dans cette posture-là, je pourrais leur faire la démonstration. Ah oui, parce que l'animatrice, elle doit toujours faire mieux que tout le monde. Hein. Alors, hop, je lâchais, j'y arrivais à faire l'illusion à peu près, donc c'était sauvé. Ou alors, on me disait aussi, bon, bah, Cécile, c'est ton tour d'aller chercher les vacanciers à l'aéroport. Tiens, je te donne la liste des 52 noms. Comme ça, je sais qu'il y a 52 places dans un car. Bon. Alors, comment je vais faire?
Alors, le truc qui est bien, c'est quand vous êtes l'animatrice du Yassou Club à Héracléon, c'est écrit Eliade, c'est écrit Eliade, c'est écrit Eliade, c'est écrit Eliade. Hein, donc, celui qui ne me trouve pas, quand même. Hein, bon. Donc, les mouches, elles venaient tout de suite vers moi, comme celle qui m'embête depuis le début, d'ailleurs. Eliade, Yassou Club, Yassa, Sikanis, Polikala, voilà. Oui, alors vous êtes Monsieur Durand. Bien. Écoutez, Monsieur Durand, moi j'ai beaucoup à faire, là. Il faut que les gens me repèrent. Alors, je vais vous laisser la charge de cocher les noms. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, au bout d'un moment, il fallait quand même bien que ça se calme, hein, parce que c'était... Mais pendant cette période-là, j'ai pu évaluer à peu près, vous voyez, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et puis, j'ai décidé de continuer un petit peu l'animation, mais cette fois-ci de rester en France. Et c'est là que je suis arrivée au VVF, Village Vacances Famille, de Trégastel. Et j'ai rencontré un directeur très chaleureux, très accueillant, et qui me dit « C'est super Cécile, tu vas prendre la responsabilité de l'animation de l'établissement, et puis pour ça, sur l'ordinateur, tu vas faire des programmes, des trucs. » L'ordinateur, c'est quoi un ordinateur, hein? On était en 1999. Et là, j'étais obligée de dire à mon recruteur direct que j'avais une déficience visuelle et que moi, l'ordinateur... Déjà, bon, à l'époque, c'était pas courant, en 1999, un ordinateur. Hein? Faut s'en rappeler de ça. Et que moi, j'en avais pas utilisé jusque-là. Et qu'en plus, avec ma déficience visuelle, c'était encore un espace inexploré, vous comprenez bien. Donc, eh ben, magnifique. Qu'est-ce qu'il me dit, Michel? Ah oui, bien. Mais t'aurais pas ta RQTH? Yes, j'ai eu le. Et maintenant, on va savoir c'est pourquoi c'est faire. Il me dit, ben, on va utiliser ta RQTH. Parce que figurez-vous, que quand même, depuis 1987, il y a une loi sur l'OETH. C'est pas mal. C'est quoi, Tess? Alors, ça, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs, hein, c'est toujours hein, il n'y a pas yeuse. Handicapés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, depuis 1987, suite à un constat que les personnes en situation de handicap trouvaient beaucoup moins facilement de l'emploi que les autres travailleurs et travailleuses, il fallait un petit peu obliger les entreprises à avoir, les entreprises de plus de 20 salariés à l'époque, à avoir un minimum de 6% de leur effectif en situation de handicap. C'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et avec une RQTH, vous êtes BOE, bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ben alors, on les oblige à avoir 6%, mais bon, quand même, s'ils ne veulent pas, ben, ils vont payer. Ils vont payer. C'est sympa les obligations pas obligatoires en fait. Hein. Donc ils vont payer et l'argent va aller à l'AGFIP, l'association de gestion des fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Donc, et là, qu'est-ce qu'il m'a dit, Michel? Eh bien, il m'a dit, Cécile, c'est pas grave, t'as ta RQTH, on va faire un aménagement de poste. Les entreprises qui n'ont pas leurs 6% payent à la GFIP qui aide dans la mise en place d'aménagement de poste des personnes en situation de handicap. Il suffit? Oui. Donc, à peu près au
que l'OETH, un peu avant d'ailleurs, il y a le Cap Emploi qui a été créé, qui est le pendant de l'ex-ANPE, Agence nationale pour l'emploi, pour ceux qui ne connaissaient pas, et qui s'occupait à l'époque exclusivement des personnes en situation de handicap. Ils viennent, ils font une étude de poste, et ils aménagent l'accessibilité à l'outil informatique. Mon accessibilité à l'outil informatique. Moi, à l'époque, je suis toute contente. J'ai un écran Sacom. Alors, à l'époque, je dis toujours à l'époque, je suis désolée, mais Sacom aussi, hein. Vous savez, là, et puis j'ai ce qu'on appelle un téléagrandisseur, qui est une espèce de machine qui fait caméra, on passe les écrits dessous, et sur mon écran, j'ai tout qui est écrit en gros. Et dans l'ordinateur, il y a un logiciel qui s'appelle Zoom Text, et qui me fait tout en gros. Donc, on aménage mon poste. Alors, personne ne m'apprend à me servir d'un ordinateur ni des outils adaptés. Hein. Mais je vais apprendre. Parce que j'ai un petit peu appris à m'adapter, moi, au fur et à mesure. À l'époque, je vous assure, j'étais vraiment contente. Donc, je pense que, sincèrement, on peut penser que c'est bien. Mais finalement, quand j'avais pas ça, qui c'est qui les faisait, les trucs? Ben, c'était le service administratif. Et on ne demandait pas à une personne qui est déjà en difficulté visuelle d'aller s'abîmer la vue sur un outil pendant 1 heure alors que l'autre personne se les prenait un quart d'heure pour faire les outils. Donc des fois, il faut réfléchir un peu plus. Bon, moi j'avais 30 ans, hein, donc je vous en veux pas. Un peu plus, quoi. Mais à l'époque, j'étais super contente. Donc j'ai cet outil-là. Pour le reste, je continue de m'adapter. Et au bout d'un moment, parce que bon, là je vous raconte ça, ça a l'air rigolo et tout, mais c'est que du CDD, hein. De la saison, du CDD, tout ça. Et même si j'ai fait 3 ans de CDD au VVF de Trégastel, je me dis à un moment, l'animation, ça va. Bon, à l'époque, c'était jusqu'à 60 ans. Maintenant, c'est jusqu'à 64. Heureusement que j'ai arrêté, parce que animatrice en hôtel club jusqu'à 64 ans, ça va être super. Voilà. Et du coup, ce qui était très bien, c'est que cet aménagement de poste, là, il était nominatif. C'est-à-dire que le directeur du VVF ne l'a pas fait pour que ça reste dans l'entité de l'entreprise, mais il a fait un aménagement de poste à mon nom. Ce qui fait que quand j'ai quitté l'entreprise, j'ai pris mon matériel pour l'amener chez moi. Et là, j'ai fait une formation pour changer de métier. Je voulais être formatrice. Et du coup, j'ai eu le diplôme comment ça s'appelle, de formatrice pour adultes. Et me revoilà. Alors là, je dirais plus dans le marché de l'emploi, parce que j'avais bien compris qu'il y avait quand même une grande nécessité d'adaptation à ce que proposaient les entreprises, et que rien que ma force de travail, surtout que quand j'ai arrêté la formation, j'étais toujours travailleuse handicapée. Et j'étais au RMI, revenu minimum d'insertion. Et du coup, je ne conduisais plus que ma teuf-teuf sans permis. Là. Vous voyez? Donc c'est quand même lourd pour une entreprise d'accepter un engin pareil. Hein? Et il fallait que je me vende, parce qu'en fait c'est ça, hein, quand on va chercher du travail, on vous dit toujours la com, il faut se vendre à fond. Bon ben, si j'arrive en disant je suis malvoyante, il me faut un aménagement de poste, je ne conduis pas et je suis au RMI. Je suis pas certaine que ce soit très vendeur. Ben, vous allez me croire ou pas, j'ai décroché un boulot. J'ai décroché un boulot dans un centre de formation. Alors je vais vous dire les initiales, mais ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'ai jamais pu retenir. Daniel, je ne sais pas si tu as retenu, Daniel avec qui j'ai travaillé, au CLPS. Mais alors CLPS, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'était un centre de formation en fait qui mettait en place les prestations d'accompagnement à la recherche d'emploi sollicitées par l'ANPE ou la mission locale. Et là, on a un moment aussi très intéressant dans le fonctionnement politique de notre pays, parce que ça, c'est lourd de sens. À partir d'un moment, et ça a commencé dans les années fin 80, début 90, il y a eu le début du désengage du service public de l'emploi. Et il a été décidé que
il y avait un marché de l'emploi et que les centres de formation allaient pouvoir se batailler pour répondre au cahier des charges de la NPE ou de la mission locale et se tirer la part de marché et faire de l'argent pour accompagner les gens à chercher du travail. Moi, je me dis, si moi, Cécile, Froger, travailleur handicapé, sans permis, RMI, je trouve du boulot, je vais bien réussir à aider les autres. Hein? Et donc, j'arrive au CNPS. Alors, au CNPS, ce qui se passe, c'est que j'ai décroché un CDD de 3 mois. Et en fait, l'aménagement de poste, c'est que uniquement si vous avez un CDD de 6 mois. Alors bon, qu'est-ce que je fais? Je prends mon matériel à la maison et je vais le mettre sur mon lieu de travail. Donc, me voilà conseillère à l'emploi. Alors j'ai mis un NPE parce que c'était les prestations de la NPE. Et je reçois Madame Kaplan. Madame Kaplan, c'est une dame qui a 45 ans à peu près, dans ces eaux-là. Et elle est toujours tirée à 4 épingles. Mais voilà, hein, coiffure, il n'y a pas un cheveu blanc, le maquillage, la tenue, très bien soignée. Et puis en fait, sa situation est la suivante. C'est-à-dire que Madame Kaplan, quand elle est sortie de ses études, hein, elle avait fait un bac et puis elle voulait aller vers des études scientifiques pour pouvoir entrer dans la pharmacie, être pharmacienne. Mais elle a rencontré quelqu'un et elle a eu des enfants. Et puis d'un commun accord, hein, il a été décidé que monsieur allait travailler hein, et que madame, elle allait élever les enfants. Puis comme monsieur, il avait de toute façon un salaire déjà bien important, c'était quand même plus intéressant. Hein. Donc, voilà. Et puis, 25 ans plus tard, les enfants, ils font leur vie. Hein. Et puis, le mari aussi, hein, il est parti faire sa vie. Voilà. Madame Kaplan, 45 ans, il faut qu'elle trouve un emploi. D'accord. Elle me dit... tout de suite, parce qu'ils sont toujours très enthousiastes, hein. Ça fait 20 ans que je fais de boulot, hein. J'ai que des gens hyper enthousiastes. Madame Froger, de toute façon, c'est pas compliqué, vous voyez, moi j'adore la mode. Hein. Bon, je sais que la pharmacie, voilà, c'est plus la peine que j'y pense, mais la relation, le client, les boutiques de fringues, les accessoires, la mode, le vêtement, je suis sûre que j'ai une place là-dedans. Et moi déjà, j'entends les responsables de magasins du centre-ville. Enfin, Madame Froger, dans nos boutiques, c'est pour des petits jeunes, donc il faut que les vendeurs soient aussi des petits jeunes, quoi. Vous voyez, à 45 ans, elle devrait déjà être responsable de sa boutique. Je ne comprends pas, Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais, avec Madame Kaplan, réfléchir à la situation. Lui expliquer que c'est pas parce qu'elle est en capacité de faire les choses que sur le marché de l'emploi, on va l'accueillir à bras ouverts et que je vais lui présenter ce qu'on appelle les contrats aidés. Vous connaissez tous les contrats aidés, quelle que soit votre époque. Hein? TUC, CES, CUI, CAI, CIE, PEC. Ça vous parle? Les contrats aidés, c'est pour soutenir financièrement les entreprises, pour faire travailler des clopins-clopins comme moi, comme Madame Kaplan, vous voyez, il faudrait quand même apprendre à travailler à ces gens-là, vous voyez. Hein? Donc, voilà, je propose ça. Alors, généralement, c'est 20 heures, semaine, hein, Madame Kaplan. C'est-à-dire que c'est 690 € net par mois, hein, Madame Kaplan. Oh, mais c'est très bien, Madame Froger. Donc, Madame Kaplan va travailler à la cantine, elle va faire un CAE, voilà. Wow, c'est cool. Et puis moi, je suis toujours au CNPS. Alors, le truc rigolo, c'est que moi, j'ai des CDD de 3 mois, donc je suis toujours aussi à chercher du travail, en fait, comme les gens que j'accompagne, finalement. On est dans la même... Donc, alors, je fais 3 mois, pause, parce que c'est l'été, et là, on ne cherche pas de travail l'été, apparemment.
Voilà, 3 mois, 3 mois, 3 mois, pause. 3 mois, 3 mois, 3 mois. Oh, ça commence à 3 ans. 3 ans. Et au bout de 3 ans, ça va te faire sourire, Daniel. Excusez-moi, parce qu'avec Daniel, on a travaillé ensemble, donc j'en profite. Au bout de 3 ans, il y a une jeune femme qui arrive, qui était la dernière arrivée du panel de CDD qu'on était déjà dans l'entreprise. Il y a un CDI qui s'ouvre. Oh, alors on y va, hein, tout un starting block. Ding, ding, ding. C'est la dernière arrivée qui a eu le poste. Alors ça énerve un petit peu. Ben oui, mais tu comprends, Cécile, hein, c'est parce qu'elle a un diplôme de psychologue du travail, donc ça va nous permettre d'avoir le marché des bilans de compétences. Mais moi, je vais aller chercher ailleurs. Hein. Même pas peur. Je reprends mon matériel, hein, parce que ça sert à moi. Et je cherche du travail. Et là, au Ben, il y a un remplacement, un CDD de remplacement à la NPE, la vraie, le cœur du truc. Vous comprenez? J'arrive à la cible, au truc, quoi. Je me présente, je suis prise, applaudissements. Alors c'est 2 mois. Hein. Donc je bosse 2 mois, et puis je me dis, bah c'est bien, la NPE, c'est cool. Moi j'aime bien, je vois les gens et tout, on les aide à trouver du travail. C'était encore à l'époque où on affichait les offres là sur le tableau, que moi je pouvais pas lire hein, personnellement, mais bon. C'était plus pour moi, donc. Je me dis, bah, je vais passer le concours. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà passé un concours administratif? Je vais vous raconter le mien, vous allez me dire si ça... Hein. Alors, je suis arrivée à Lorient. J'avais prévenu que j'avais une déficience visuelle, que j'avais un tout petit truc qui me permettait de lire en gros, mais si on faisait quand même des agrandissements, ça pourrait m'aider. Un hangar, 300 personnes. Encore, il devait y avoir 10 postes. Bon. Et on me dit, pour me rassurer, bah, de toute façon, il n'y a aucun problème, Madame Frogin, vous pouvez venir passer le concours. Hein. Ça, c'est pas un problème. Hein. Parce que de toute façon, on mettra en place le tiers-temps. Qu'est-ce que c'est ça? Le tiers-temps? Alors, je vais vous expliquer le tiers-temps. Parce que ça, quand même, on se demande comment ça a pu être inventé, le tiers-temps. Hein. Parce que, par exemple, on va dire, vous avez un unijambiste, d'accord? Puis vous lui dites, bon, écoute, tu vas courir 100 mètres, d'accord? Et là, tu auras le job. Puis l'unijambiste, il vous dit, bah 100 mètres, c'est beaucoup, quoi. C'est pas grave, tu vas courir 150 et là, tu l'auras. C'est un peu ça, en fait. Parce que moi, déjà, je devais rester 4 heures à lire des tonnes de documents, un QCM et une analyse de situation. Et on me dit, mais non, t'auras pas 4 heures, t'auras 5h30. Et au bout d'un moment, on se demande, mais en fait, ça aide qui? Ça hein? Moi? Je suis pas sûre. Bon, alors j'ai eu le tiers-temps, mais bon, au bout de 4 heures, tout le monde faisait ses bagages, donc moi aussi, hein, parce que de toute façon, j'étais pas rendue à la moitié. Et puis avec Stéphane, mon conjoint, nous sommes allés manger des moules sur le port de Lorient. Bien joué. Voilà, faut pas se laisser abattre. Hein. Pourtant, on a essayé, hein, mais non, je suis toujours là. Et j'ai pas eu le concours. Oh, c'est bizarre. Oh, étonne-moi, dis-moi. Alors, une chose pour moi, c'est que en 2001, bon, un train de retard, hein, parce que c'était la fonction publique, hein, mais en 2001, la fonction publique a la même obligation d'emploi que les entreprises privées. Cool. Alors, c'est pas la GFIP, c'est le FIP.
le fonds d'insertion des personnes, le fonds d'insertion de la fonction publique des personnes handicapées. Et en même temps, comme du coup, il leur faut 6% dans l'effectif, il faut qu'ils se maillent le train pour récupérer le retard. Et bien vous savez ce qu'il va se mettre en place? Il va se mettre en place la discrimination positive. C'est un oxymore, ça j'ai appris à l'ardeur. Un oxymore, c'est quand on retient que le deuxième mot. Là, ils ont fait ça, pareil. Et ils ont mis des entretiens spécifiques TH. Travailleurs handicapés. Travailleurs, hein. On va essayer, mais... Je vais vous raconter. Alors, ça, discrimination positive. La première fois que ça a été utilisé, ce terme-là, c'est Kennedy par rapport aux Afro-Américains. Donc, vous voyez, c'est du lourd quand même. Donc, la discrimination, c'est que quand dans une collectivité, il y a certaines personnes qu'on ne traite pas de la même façon que les autres, et pas forcément mieux. D'accord? Donc, la discrimination positive, c'était l'idée, par exemple, dans un recrutement, qu'on allait modifier les modalités de recrutement pour privilégier les minorités qui n'ont pas la même chance d'accès à l'emploi. D'accord? Le concept est un peu douteux quand même, hein? Mais on met en place des entretiens, de l'oral, pour moi, impeccable. Je passe l'entretien, je ne vous le refais pas, même si un entretien pour la fonction publique, c'est quand même des fois un peu ubuesque, mais je ne vais pas vous le faire. Et à la fin, on me demande, bon, Froger, est-ce que vous avez des questions? Je dis, il y a quelque chose qui me pose question, c'est qu'on n'a pas parlé du handicap. Non, Madame Froger, si on parle du handicap, c'est discriminant. Non, bon, j'étais en entretien d'embauche, donc si vous voulez, j'ai rien dit, quoi. Hein? Mais ce que je comprends toujours pas, c'est que l'idée, c'est quoi? C'est tabou. Donc, en fait, on fait comme si ça n'existait pas. C'est comme quand on a des fougères dans le jardin, hein, on les coupe et puis on laisse les racines. Ça repousse quand même, hein, au bout d'un moment. On est obligé de prendre conscience qu'il y a quelque chose. La discrimination positive, c'est on ne parle pas, en fait, de ce qui est discriminant. Donc on ne se remet pas en question. S'ils avaient eu ce courage de dire on va se mettre en situation d'empathie, évaluer la situation de cette personne, après avoir évalué techniquement le savoir-faire, les compétences, l'aptitude, ce qu'ils veulent à travailler dans notre structure, et puis là, on va envisager comment on peut intégrer... Non, discrimination positive, on ne parle pas du handicap. Et là, vous allez m'applaudir, parce que j'ai eu le poste. Ouais. Alors, dans la discrimination positive, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous passez le concours dans le hangar, vous êtes tout de suite titulaire avec un CDI. Si vous avez un entretien un peu trafiqué pour vous permettre de bosser, vous avez un CDD de 6 mois, hein, d'abord. D'accord? Et comme on ne parle pas du handicap, moi j'habitais Lannion, on m'a affecté à Rennes, par exemple. Je ne conduis pas. Hein. Pendant 6 mois, il faut que j'aille à Rennes. Je m'adapte. Du coup, mon conjoint aussi, tout le monde, hein, parce qu'on va déménager là. Hein. Hop là. Donc, on y va. Et quand j'arrive à Rennes, je suis obligé quand même d'amener mon matériel. Parce que sinon, je ne travaille pas. Et comme on n'en parle pas, la directrice, elle ne sait pas. Hein? Et comme on n'en parle pas, au bout d'un moment, je vais faire des jaloux. Pourquoi? Parce qu'à la NPE, contrairement à ce qu'un certain président a voulu entendre, me laisser croire en tous les cas, à la NPE, on change tout le temps de bureau. On n'a pas un bureau fixe.
Parce que le matin, je suis d'accueil. Ok, je suis d'accueil. L'après-midi, je suis au service entreprise. Ah, je vais au service entreprise. Le lendemain, je suis au téléphone, la plateforme téléphonique. Ok, je suis à la plateforme téléphonique. Le surlendemain, je fais un traitement de dossier, un back office. Hop, je vais en back office. Et puis après, je dois accueillir les gens que je dois accueillir dans mon portefeuille. Alors, je suis en accueil. Donc, on bouge tout le temps. Mais quand vous êtes une pauvre personne handicapée comme moi, que personne ne sait, et que j'ai un aménagement de poste, que je ne peux pas changer de bureau, eh bien, on va commencer à dire, c'est pas normal, hein, parce que Cécile, elle change jamais de bureau. Donc là, je me suis targuée d'un pamphlet que j'ai envoyé à la DG, Direction Générale, à la DR, Direction Régionale, à la DT, Direction Territoriale, à la DAP, Directrice d'Agence, et à l'ensemble de mes collègues, en expliquant pourquoi je ne changeais pas de bureau. Mais il a fallu ça pour que ce soit pris en compte. À la NPE, moi, je reçois Monsieur Alain. Monsieur Alain, pendant très très longtemps, il a été cadre dans une grosse entreprise. Et puis, il s'est avéré que cette entreprise a fait faillite, a fait des licenciements économiques. Et il a été renvoyé. Mais alors, à 55 ans, quand vous vous retrouvez à chercher du travail et que vous êtes cadre, avec un certain volume de rémunération, il est hors de question de baisser ses ressources, quoi. Parce qu'en même temps, c'est la force de travail de cette personne, ça valait ça. Sauf que, conseillère à l'emploi, quand vous allez voir les entreprises et que vous voulez proposer le profil de cadre de M. Alain à tel salaire, nous dites non, mais 55 ans, ça va pas aller là, parce que, bon d'accord, il a toutes les compétences, mais déjà, il est beaucoup trop cher, et puis il va pas s'adapter, vous voyez, il va pas s'adapter à l'entreprise, il a certainement pris des mauvais plis, c'est comme un linge qu'on passe, vous voyez. Ce qui fait que là, moi, quand je le reçois, en fait, Monsieur Alain, il a 2 ans, il a 3 ans de plus. Il était en fin de droit, donc il est passé au RMI, revenu minimum d'insertion de l'époque. Et puis, il est tombé malade, en dépression. Il est tombé dans l'addiction de l'alcool. Du coup, sa femme est partie. Et ça fait un peu zola comme ça, mais ça, c'est la vraie vie, quoi. Parce qu'on a aussi une société qui dit que c'est au mec de ramener de l'argent, que c'est lui qui doit avoir le bon salaire, il est charge de famille, et il avait tout ça qui s'écroulait, ce monsieur. Quand je le reçois, il a du scotch à ses lunettes, et il me fait des beaux sourires, mais surtout sans montrer les dents, parce qu'elles sont toutes pourries, en fait. Et quand vous avez la CMU, c'est vachement cher, les dents. Bien. Donc je sais que son profil, je ne vais plus pouvoir le proposer comme cadre, et de toute façon, il n'en est même plus là, Monsieur Alain. Il me dit juste, moi je veux juste avoir un emploi, quoi, travailler, c'est tout. Et donc la solution qu'on va trouver, c'est l'IAE, l'insertion par l'activité économique. Ah ça c'est cool aussi. Alors, c'est des structures qui ont pour objet de donner une activité salariée à des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps et en même temps d'être accompagnées par un conseiller en insertion professionnelle pour retravailler un parcours professionnel, un parcours d'emploi. Et puis il faut réapprendre, c'est l'idée, il faut réapprendre aux gens à se lever le matin, à travailler avec des collègues, à parler, à avoir des gestes de travail. Voilà. Et pour les motiver, c'est jamais plus de 26 heures et de 950 € par mois. Ça motive. Donc M. Alain, il a pris ce poste-là et il est allé faire la récupération de cartons là, pour le recyclage à Rennes, avec la feuille d'érable. Il était ravi, super content. Mais alors c'est un petit peu comme le CAE, c'est 2 ans max.
Après, je sais pas moi, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est assez difficile. J'ai vécu tout ça et tout. Et jamais je ne m'en suis plainte, et je ne m'en plains toujours pas, mais je le dénonce pour bien entendre ça. D'autant que j'étais confrontée à des personnes qui avaient des situations mais pourries, quoi, et que je me trouvais toujours dans une meilleure situation qu'eux. Vous voyez ? Parce que moi j'ai eu de la chance, parce que j'ai pas été obligée d'aller en entreprise adaptée, par exemple. Vous connaissez le principe des entreprises adaptées ? Je n'entends pas. Moyen. Ouais. Donc, vous me direz si je me trompe, mais l'entreprise adaptée, en fait, elle a un statut spécifique qui lui permet d'avoir des aides substantielles de l'État parce qu'elle s'engage à avoir 80% de ses salariés en situation de handicap. D'accord ? Donc, au début, on peut se dire que la démarche, elle est... ouais, voilà. Mais en fait, ils font quoi à part valider qu'il y ait une entreprise adaptée, ben, ils bossent, quoi. Parce que généralement, les entreprises adaptées, c'est des filières, c'est des sous-traitants des grosses entreprises. Donc elles ont de la production, un objectif, du rendement, un délai. Donc ça sert à quoi ? Ça aide qui ? À part quelqu'un à créer une entreprise adaptée, je veux dire, les autres. Moi j'ai de la chance, hein. Je suis restée dans le circuit ordinaire. Parce qu'il y a encore mieux que l'entreprise adaptée. Il y a les AT. Les établissements de services au travail ? D'aide au travail, merci. Alors ça, c'est les personnes qui ont une situation de handicap, qu'on leur dit que c'est pas du tout possible dans le monde ordinaire. Hein. Puis pour faire passer la pilule, on leur dit que ça va être un milieu protégé. Les personnes qui travaillent en ESAT, les ESAT, depuis, je ne saurais pas vous dire l'année, là, ça m'échappe, avant c'était les CAT, elles sont sur le marché concurrentiel, en fait, pour tenir économiquement ces structures-là. Donc elles doivent produire avec des personnes en milieu protégé, qui sont des usagers de l'ESAT, ce ne sont pas des salariés, qui vont bosser jusqu'à 35 heures, pour une rétribution, ce n'est pas un salaire, il n'y a pas de cotisation de 950 € ou des cacahuètes. Il n'y a pas de retraite là-dessus. Donc moi, j'ai de la chance. Hein ? Puis moi, j'ai de la chance parce que j'aurais pu ne pas travailler du tout. Être complètement incapable de travailler parce que d'avoir un emploi, excusez-moi, je me reprends, d'avoir un emploi, d'accord ? C'est-à-dire qu'on reconnaisse que l'activité qu'on fait vaut quelque chose. J'aurais pu être en allocation adulte handicapé. Ça, si c'était à 1700 balles par mois, moi je dis pas qu'on dise à la personne, vraiment, c'est trop compliqué. Et encore, ça a ses limites. Mais ça, c'est 980 €. Et on vous dit, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'avez pas l'obligation d'être inscrit à Pôle emploi. Hein. On n'y touchera pas. Hein. Il n'y a pas de mesure coercitive quand vous avez l'âge. Donc moi j'ai de la chance. Et en fait ça protège qui? Ça aide qui ça? Les gens ou le système économique mis en place? C'est fait pour que la machine économique continue de tourner sans se poser le problème de s'adapter à Pierre-Paul Jacques et de faire en sorte qu'en face de soi il y a une humanité. Mais si on reste cette part variable d'ajustement du fonctionnement économique du pays, on est assujetti, on est complètement assujetti. Donc capitalisme ou économie libérale, ce qui est exactement la même chose, ça crée ça. Ça n'aide pas. Au bout d'un moment, moi, ce que je constate, c'est que je fatigue. Je fatigue. Je suis fatiguée. En fait, déjà, en vrai, là, je suis fatiguée. Là, alors, dans ce parcours, je suis fatiguée, quoi. Et du coup, j'ai qu'une quarantaine d'années, merde. Donc, quand j'échange avec une professeure de Montpellier, qui me fait un petit bilan sur
l'état de la rétinite de Stargardt. Je lui dis, mais écoutez, je comprends pas, je suis fatiguée, j'ai l'impression d'avoir 20 ans de plus, quoi. J'en ai marre. Alors oui, d'accord, je suis syndiquée Sud Solidaire et il y a Pôle emploi qui se met en place et ça me gonfle et je milite et je fais grève et j'aide les gens, mais c'est une vie normale, ça. Comment ça se fait que le soir, j'arrive plus à rien faire, que le week-end, je dors, casse-toi la mouche. C'est pas normal. Et elle m'explique. C'est marrant comme des fois on a besoin que les gens vous disent ce qui se passe pour que vous... Elle m'explique, mais Madame Froger, en fait, c'est tout à fait normal. Vous avez une déficience visuelle, ce qui fait que par rapport à une personne ordinaire, par exemple, qui va se servir un verre d'eau, cette personne, quand elle va se servir son verre d'eau, elle va utiliser un volume d'énergie, d'accord, dans sa concentration, dans son geste, un volume d'énergie. Vous, pour cet acte anodin de la vie courante, vous allez utiliser 3 volumes d'énergie. Pourquoi? Parce que souvent, sinon, je verse l'eau à côté du verre, hein, ou alors ça déborde. Et donc, concentration, et elle va m'expliquer ça. Alors, ça ne va pas m'aider pour la suite, mais je vais comprendre. Je ne vais pas culpabiliser de me fatiguer à 40 ans. Et donc, je vis ça. Et moi, à la NPE, qui, à cette époque-là, est passé Pôle emploi, dans une indifférence générale, pourtant, c'est la casse qui continue du service public de l'emploi, puisque Pôle emploi est une structure qui répond à une mission de service public, mais nous sommes tous sur des contrats privés. D'accord? Il y a la suite qui arrive. Donc, je suis 7h30 sur ordinateur. Mais en fatigabilité, j'ai 20 heures dans les pattes. On va passer ensemble à un moment super pénible. Très désagréable pour vous et très désagréable pour moi. Je vais lire. Je les ai écrits à ma taille. Je retiens ce que m'a dit Thierry. J'enlève mes lunettes parce que je suis myope. En plus. Tout pour plaire. D'accord? Mais qu'une myope, elle ne garde pas ses lunettes pour lire. Au cas où quelqu'un aurait envie de penser que si elle mettait ses lunettes, elle pourrait peut-être lire plus facilement. Non. Non. Alors, l'inclusion vise la transformation des milieux d'études, de travail et de vie pour les adapter à la diversité des personnes. 3 petits points. L'inclusion est une responsabilité collective alors que l'intégration fait reposer la responsabilité sur les individus. Travailler pour l'inclusion signifie que l'on accepte de modifier l'environnement de travail pour que chaque personne puisse exprimer son plein potentiel. L'inclusion permet aux personnes d'être authentiques et une équipe de travail où les membres peuvent être authentiques pourra faire mieux, aller plus loin, être plus innovante. Alors, ce que je vous ai lu là, alors ceux qui n'ont pas réussi à suivre parce que c'était trop long, tant pis pour vous, hein, c'est comme moi devant un diaporama qu'on ne me raconte pas. Ouais. Mais grosso modo, il y a une définition de l'inclusion, et après il y a l'utilisation par un institut canadien d'économie. Vous voyez? Donc au début, la définition c'est trop cool. Hein, je
Je laisserai sur le bureau pour ceux qui n'ont pas suivi, d'accord hein. Mais à la fin, ce qu'on en fait, c'est complètement naze. Et ça, c'est pour répondre à l'économie libérale, à ce fonctionnement de travail. Bon, moi, je suis fatiguée, et on me dit, il y a encore une solution, Cécile. Ah non, c'est vrai, hein. Ouais. Pension d'invalidité. Waouh. Le problème, c'est que moi, j'y crois, vous voyez, je suis un petit lutin qui dit, oui, super cool. Donc, après l'inclusion mon œil, là, pension d'invalidité. L'idée est super chouette. Pourquoi? Parce que, alors déjà, pour l'avoir, qui c'est qui décide? Le médecin du travail qui m'invite à aller rencontrer un médecin de la sécurité sociale, puisque la pension d'invalidité, c'est géré par la sécurité sociale. D'accord? Donc je dois me rendre auprès de ce médecin de la sécurité sociale, qui était une femme. Je crois, pour tout vous dire, que c'était la petite fille de la dame de la Cotorelle, en fait. Parce que, pareil, quoi. Ça n'a pas bougé, hein. Pourtant c'est en 2010, hein. Il y a 20 ans dans les dents, mais alors pas. Hein. L'accueil, c'est... Ce n'est pas vous qui décidez d'être en invalidité, c'est moi, selon un barème très précis. J'ai mon dossier, madame. Pension d'invalidité catégorie 1, pour vous servir. Alors, qu'est-ce que c'est que la pension d'invalidité? Alors, je vous explique. J'ai fait des visuels. Ça, c'est trop cool aussi. Ça, c'est mon salaire. C'est le volume de mon salaire. D'accord? Et on me dit, là, je travaille à 100% de mon temps de travail. D'accord? Et on me dit, avec la pension d'invalidité, on va vous calculer un revenu de référence, et puis vous pourrez travailler 70 heures, il y aura un complément par la pension d'invalidité qui vaudra votre salaire. Donc, pendant 10 mois, 1 an, j'ai travaillé à 70 heures avec un salaire temps plein. Moi, je trouve ça normal. 70%, c'est hein? 70%. 70%? Oui, 70 heures. Ah, pardon, mais ça, elles sont chouettes. Ça faisait beaucoup, hein, 70 heures. Elles suivent, hein, parce que les autres, derrière, rien à foutre. Hein. 70 heures par mois, Voilà. 70% de mon temps de travail. Ce qui fait que je me repose les jours de la semaine où je ne travaille pas et je profite de mes week-ends. Et j'ai mon salaire. Alors, je ne sais pas si c'est tout ça qui me fait quand même me poser des questions, mais je ne comprends pas pourquoi on me demande tous les trimestres d'envoyer une fiche avec mes ressources à la sécurité sociale. Donc, je tourne en rond, puis je me lance, je décide de téléphoner. Oui, bonjour madame, je suis Cécile Froger. Donc là, on vient de m'attribuer une pension d'invalidité catégorie 1. Je travaille donc à 70% avec 100% de mon salaire. Jusque-là, tout va bien. Mais alors, vous me demandez tous les trimestres de vous transmettre mes ressources. Et là, je ne comprends pas pourquoi. Et bien sûr, madame, il faut quand même que l'on puisse évaluer vos ressources parce qu'il est bien évident que si vos ressources dépassent le revenu de référence qu'on a calculé ayant droit de vos 10 dernières années par rapport à votre salaire de départ, eh bien votre pension d'invalidité va diminuer. Alors attends. On va essayer de faire un exemple concret, madame, si tu veux bien, madame, s'il te plaît, merci. Donc, je travaille. J'étais encore agent de la NPE, j'étais une des dernières résistantes, hein. Je suis passée Pôle emploi en 2011, décembre, dernière limite. Je travaille, j'ai un salaire, et à la NPE, on est augmenté tous les 2 ans, systématiquement, sans évaluation d'indicateurs atteints, d'entretien personnel, de 80 €.
Donc alors, il se passe quoi? Dans l'année prochaine, je devrais avoir mon augmentation. Eh ben, c'est simple, madame, comme je vous l'ai dit, votre pension d'invalidité diminue. Oui, mais madame, ce que je viens de vous dire, c'est que c'était tous les 2 ans que j'avais 80 €. Oui, et alors, c'est quoi le problème, madame? Ben, le problème, ça veut dire qu'il y a, pendant 10 ans, je ne vais pas augmenter de salaire. Bon, c'est pas un problème, ça, madame. Oh, bon, ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire que je vais travailler comme les autres, donc je vais être récompensée comme les autres avec une petite augmentation, et puis c'est pas un problème que je n'augmente pas de salaire, en fait. Parce que j'avais 400 et quelques euros de pension, donc 80 € tous les 2 ans, ça fait 10 ans. Mais enfin, madame, vous pouvez très bien avoir la chance de trouver un travail beaucoup plus rémunérateur. Ta gueule. Donc en fait, c'est ça qui se passe. Travailleurs handicapés. Ça aide qui? Ça aide qui? Vous vous rendrez compte quand même que travailleurs handicapés, ou des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ou des personnes qui se sont cassées la figure, bah on ne vaut pas grand-chose hein, sur le marché de l'emploi. Hein. On ne produit pas, on ne vaut rien, quoi. Moi, j'aurais aimé ça. Oh, je l'ai fait parce que ça m'a fait du bien. J'ai perdu. J'ai signé. J'ai pleuré. J'en ai chié. Mais j'ai un salaire digne de ce nom. On nous a acheté quoi. Super. C'est cool. Et puis maintenant, je suis conseillère en évolution professionnelle. Ça change rien. Mais je vais recevoir Gaëtan. Alors, j'utilise le prénom. On m'a fait la réflexion. Avant, je disais monsieur, madame. Mais plus j'avance, plus je deviens empathique. Je suis comme une éponge, vous voyez. Donc, je reçois Gaëtan, un petit jeune de 20 ans, qui sort avec son IUT informatique. Et puis qui commence à chercher du boulot, et puis qui me dit Madame Frongier, moi je veux pas commencer au SMIC. Hein. Alors bon, comment te dire, Gaëtan, c'est que là, on est quand même à l'époque du service civique. Hein, comment faire travailler les jeunes sans qu'ils gagnent rien, si tu veux, donc ça va être compliqué quand même. Hein. Et puis je reçois aussi Lucille. Alors Lucille, c'est une dame qui, comme Madame Kaplan, elle est dans la quarantaine. Elle a commencé à travailler très très tôt, elle n'a pas fait d'études, elle est ASH, agent de service hospitalier. C'est les personnes qui s'occupent de l'entretien de la propreté des communs et aussi de faire le service et de débarrasser la nourriture là, dans les hôpitaux ou dans les EHPAD. Et en fait, elle a démissionné. Parce qu'elle a des problèmes de dos pas possibles, elle ne peut plus physiquement. Et pourquoi elle a des problèmes de dos? Parce que depuis quelques années, elle est ASH faisant office d'aide-soignante. Il n'y a pas assez d'aide-soignante. Puis l'aide-soignante, ça coûte un peu plus cher que l'ASH. Donc l'ASH, en plus du ménage, qu'est-ce qu'on lui demande? Au début, elle faisait que passer avec son chariot, elle servait le petit déjeuner, elle passait à l'autre, elle servait, puis elle repassait dans l'autre sens, elle récupérait. Là, Lucille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe avec son chariot. Avant de servir, elle lève la personne, elle douche la personne, elle habille la personne, elle allonge la personne, elle sert la personne, et elle fait en sorte qu'elle prenne son petit déjeuner. Au début, elle avait 3/4 d'heure. Aujourd'hui, elle a 20 minutes. Ben, c'est pas ça qu'elle voulait faire, Lucille. Et c'est adapté jusqu'au bout. Maintenant, elle est bousillée du dos, parce qu'une personne à sortir du lit, c'est hyper physique, ces métiers-là. Le ménage, l'entretien, ça vous casse des jambes, c'est super physique. La pénibilité, c'est pas que le bâtiment. Et moi, je suis là à la croisée des chemins. Et qu'est-ce que je propose à Lucille? RQTH? Une pension d'invalidité?
Vous me reprendrez bien un petit coup de ciel Je sais plus. Je sais plus. Je crois que je suis arrivée au bout. J'adore recevoir les gens. J'adore aider les gens. Mais étant donné que le support technique qu'on nous propose dans la société d'aujourd'hui, le développement de l'économie capitaliste, ce fonctionnement, cette relation au travail, à la production est insupportable pour tout le monde, vous comprenez bien que je suis coincée, je ne peux plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, je me dis, il faut que j'arrête. J'ai encore trouvé quelque chose. La retraite anticipée. Je me suis dit, celle-ci, c'est la bonne. Wesh. Alors, la retraite anticipée, en fait, dans un article de loi, l'État a pris conscience que les personnes en situation de handicap avaient un niveau de fatigabilité plus élevé qu'une personne qui avait un parcours ordinaire. Oh, c'est bien. Et donc, il fallait qu'on puisse les autoriser à avoir un âge légal de départ à la retraite, anticipé par rapport aux 64 ans, comme vous allez tout savoir. Donc, moi je regarde le petit tableau de la CARSAT, la Caisse de retraite et de santé au travail. On ne sait plus trop ce qu'ils font, hein, parce que ni la retraite ni la santé au travail. En tout cas. Et je vois que je suis née en 1969, je sais, je ne fais pas mon âge. Et que, à 56 ans, j'aurai les 130 trimestres qu'ils me demandent pour avoir une retraite à taux plein. Trop bien! Je demande à rencontrer quelqu'un. Bon, je ne vous fais pas le sketch de « Ben non, madame, vous êtes trop jeune, il faut attendre d'avoir au moins 60 ans. » Mais non, madame, ben non, madame. Bon, j'arrive à avoir un entretien. Et j'ai le document qui m'explique comment c'est calculé. Alors, on va, comme à vous, hein, la retraite, on vous calcule un revenu de base. D'accord? Le revenu de base, Madame Veil a eu la joyeuse et bonne idée de penser que c'était mieux sur les 25 meilleures années. Même pour les travailleurs handicapés qu'on invite à arrêter plus tôt et pour qui on sait que d'avoir du boulot, c'était plus compliqué. Non, non, c'est quand même les 25 meilleures années. D'accord? C'est une moyenne des meilleurs salaires, en fait, sur les 25. Ok. Donc, pour tout le monde, ça, le chiffre qui ressort le revenu de base, il est multiplié par le taux plein. Traduisez 50%. C'est pour tout le monde pareil. Un taux plein, c'est multiplié par 50%. D'accord? Vous, ça s'arrête là. Seulement moi, j'ai la double punition, parce que vous comprenez, depuis le départ, je fais chez tout le monde, je suis un travailleur handicapé, donc ça va quand même pas bien se passer. On m'a dit qu'il fallait que j'ai 130 trimestres. Moi, je les ai. Donc moi, on me multiplie ça, avec ça, avec ça. Et la cerise sur le gâteau, enfin moi j'ai tellement de cerises qu'on ne voit plus le gâteau, on me divise le tout par 180 trimestres. Le parcours d'une personne ordinaire. Comme pas déconner. Elle est pas mal, hein? Ça calme. Bon. Alors je vous rassure tout de suite, hein, je vais quand même la prendre. J'aurais 600 balles de moins que ce qu'une personne ordinaire aurait pu avoir, mais c'est pas grave. Je m'en fous, je trempe. Donc, nous voilà habillés pour l'hiver, en fait. Là où il faut faire hyper attention, c'est que, d'accord, moi, il y a un truc spécifique qui m'a permis de mettre en alerte sur le marché du travail, le marché de l'emploi, ce qu'on veut faire de nous, ce vers quoi oriente cette idéologie d'économie. C'est une idéologie, il y a des alternatives, hein. Il n'y a pas qu'une façon de penser.
Mais en fait, ça va devenir pour tout le monde pareil. La loi de 2018, vous voyez qui 2018 On l'aime beaucoup. La loi pour... Le titre, c'est ça. L'égalité des chances pour le choix de son parcours... Non. Le libre... attendez. Le libre choix, voilà, merci. Le libre choix de son parcours professionnel. Dans cette loi, quand vous lisez les différents articles, vous prenez connaissance de la mise en place définitive du CPF, compte personnel formation, qui dézingue tout un système de cotisation qui pouvait nous permettre d'avoir vraiment des formations de reconversion qui pouvaient durer plus d'une année, coûter plus de 25 000 balles, mais qui étaient cotisées, que l'on pouvait payer, qui fonctionnaient très bien. Ça, c'est dézingué. D'accord ? Maintenant, on a un CPF, et on ne pourra pas faire une formation plus longue que de 5-6 mois, sauf si on met au bout, et qui ne coûtera pas plus de 5 000 balles. Et de toute façon, ce seront des formations certifiantes pour répondre aux compétences des entreprises. Si je vous le dis comme ça, allez regarder, vérifier, c'est parce que c'est comme ça. D'ailleurs, les cotisations du CPF ne vont plus vers les OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés, mais vont sur le, comment ça s'appelle, la caisse de dépôt et de consignation. Okay. Donc ça, c'est pour le libre choix de votre parcours professionnel, premier truc. Deuxième truc, dans la même loi, un autre article sur on va réformer la réforme du chômage et vous allez voir, les indépendants et certaines personnes qui démissionnent vont pouvoir avoir des allocations. Alors déjà, il faut lire les toutes petites lettres en bas, hein, parce qu'il y a des conditions substantielles qui ne sont pas atteignables par tout le monde. Et surtout, ce qui a été fait, la convention de chômage 2021 a pu diviser par 2 les précaires quand ils font leur demande d'allocation. À l'extérieur, je pouvais vous expliquer par quelle magie très très simple. Et que la nouvelle convention de chômage 2023 sucre à tout le monde 25% de ses droits. Si je cotisais 2 ans, j'avais 2 ans. Aujourd'hui, je cotise 2 ans, j'ai 1 an et demi. Mais ça, c'est pour le libre choix de votre parcours professionnel. Faut croire, hein. Et en fait, on continue, la retourne, ça continue, le processus. 2024, France Travail. Et là, on va devoir chacun trouver sa case. Parce qu'en fait, France Travail va diviser le public en fonction de catégories. Les jeunes, les seniors, les travailleurs handicapés, les bénéficiaires du RSA et les invisibles. C'est-à-dire tous ceux qui ne veulent pas surtout être confrontés à ce système de merde et qui essayent de rester cachés, tranquillou dans leur coin, qu'on a obligation d'inscrire à Pôle emploi, qui sera France Travail. Alors bon, c'est vrai que comme ça c'est du lourd, hein, le truc. Mais moi, j'ai toujours confiance. Pourquoi? Peut-être parce que aussi j'étais syndiquée, parce que aussi, ben vous voyez, ça ne m'empêche pas de rire, les services viennent me voir, vous êtes là, enfin, c'est cool quoi, il y a quand même des moments cool. Et puis parce que je fais beaucoup de manifestations, donc ça aussi, ça fait du bien. Que je crois en la résistance, hein, la résistance qui est tout simplement s'opposer à l'autorité ou s'opposer à toute idée, tout fonctionnement qui ne vous convient pas. Alors la résistance tout seul c'est bien, mais l'histoire de France nous laisse croire que si on est ensemble, on arrive beaucoup mieux quand même à virer des trucs qu'on n'a pas envie de voir, et que dans la résistance, il y a le sabotage. Moi j'aimerais qu'on soit tous des gros saboteurs. C'est un petit peu ce que je fais à Pôle emploi en fait, les gens. Je dis pas trop fort. J'ai plus de 2 ans, après je suis à la retraite. D'accord? Sabotons. Sabotons les choses. Pour vous donner envie justement de batailler un petit peu comme ça, il y a une association qui est très très chouette. Alors elle est basée sur Toulouse et tout, mais ça peut déjà peut-être faire naître des vocations. Elle s'appelle Antisocial. Antisocial, tu perds, hein? Déjà, trop drôle. En 2001, elle a été créée par Odile Morin. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de cette femme, c'est mon conjoint qui me lisait un article par rapport aux Gilets jaunes, parce qu'elle a été envoyée devant la justice parce qu'elle était en fauteuil roulant et qu'elle était dangereuse pour la police. Elle les avait attaqués.
Elle voulait tous les écraser. Donc, Odile Morin, antisocial. Et les choses aussi, justement, quand je vous dis tout seul c'est bien, mais ensemble c'est mieux. Et c'est pour ça que là, alors ce que vous avez subi tout à l'heure avec la lecture, c'était rien à côté de ce que vous allez vivre maintenant. Rigole pas. Parce que je vais chanter. Sauf que je chante comme une casserole, quoi. Donc on va se faire une casserolade en fait. Donc voilà. Alors pour pas rester trop toute seule, je vous ai fait des refrains. Donc, tiens Nanette, merci. Tu vas tenir un refrain, tu peux le lire et que tout le monde le lise. Hein. Tiens mon loulou. Un refrain. Tiens ma palonnette. Merci. Un refrain. Ça va si tu tiens un refrain? Alors moi je vais commencer, mais surtout ce que je vous invite à faire, si vous la connaissez, c'est de prendre le dessus, parce que ça évite pas de casser les oreilles à tout le monde. Grave moment de solitude. Alors, la perfection n'existe pas dans ce monde, n'est-ce pas? Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une jeune fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffle et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne et qui donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jeune fleur du mois de mai ou fruit sauvage, belle plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffle et se met en rêve. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne et qui donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, elle s'appelle Révolution Permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffle et se met en rêve. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffle et se met en rêve. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Réinvestit la salle pour ma copine Cécile qui vous accueille après votre affaire. Je vais vous faire la petite annonce pour la suite. Ah bah fais-la, tiens. Non mais c'est pas ça. Donc simplement pour les personnes qui ont une